Donc on a vu les bases du filtrage ce matin, on a vu l'analyse multi-échelle géométrique avec Chris. Donc là, on va regarder le filtrage passe-bande en utilisant des filtres classiques pour faire du multi-échelle. Alors le terme filtrage passe-bande, jusqu'à présent, dans les états de surface, si vous regardez les normes d'état de surface, notamment la 4287, on utilise le terme filtrage passe-bande parce que la rugosité est considérée comme étant filtrée passe-bande avec d'un côté le lambda S et de l'autre côté le lambda C. C'est une des premières utilisations du terme filtrage passe-bande. Donc on retrouve dans les normes. C'est pas celui-là dont on va parler, mais ça donne une information sur ce que c'est quand même que le filtrage passe-bande. On filtre des deux côtés, on élimine les longueurs d'onde d'un côté les plus courtes, de l'autre côté les plus longues, pour conserver une bande de longueur d'onde donnée. Alors ce filtrage passe-bande, à tel point que dans certaines spécifications mécaniques, on ne donne pas les valeurs de cutoff, mais on donne un ratio, une sorte d'indice de la largeur de bande, avec un ratio, par exemple, 100 sur 1 ou 30 sur 1. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, dans le logiciel, pour effectuer le filtrage passe-bande selon cette norme 4287, on utilise l'opérateur de filtrage de la micro-rugosité. On choisit un petit cutoff, souvent par défaut c'est 2,5 microns, ça peut être 8 microns, etc. On applique l'opérateur de redressement ou de suppression de forme. Et après, on calcule les paramètres de rugosité. Et en fait, dans le logiciel, quand on demande un RA, comme c'est un paramètre R et non pas un PA ou un WA, le filtre est intégré dedans. Donc en fait, le lambda C est intégré au calcul du paramètre. Donc on obtient bien notre filtrage passe-bande avec le lambda S qui a été fait par l'opérateur avant. On a bien supprimé la forme avec l'opérateur de redressement ou de suppression de forme. Et le calcul du paramètre R effectue bien le deuxième filtrage du filtrage passe-bande. Donc on obtient bien le profil de rugosité, il est bien coupé des deux côtés. Et comme je disais, dans les spécifications, il arrive qu'on spécifie un ratio, ce qui permet de ne spécifier qu'un seul cutoff. Donc par exemple, on donne le cutoff lambda C, 0,8, et un ratio 100 sur 1. Et donc ça permet de retrouver, en l'occurrence, ça fera 8 microns. Par défaut, alors, une petite aparté sur le terme par défaut. Quand on dit par défaut, ça veut dire que si, là on se place dans le contexte de la spécification géométrique des produits en mécanique, si sur un plan, il n'y a pas d'indication de filtre, eh bien par défaut, on utilise le filtre gaussien 0,8 mm et ça correspond aussi à une micro-rugosité de 2,5 microns. Ça c'est les normes 4288. Ce qui veut dire que, par défaut, ça veut dire, en l'absence d'inscription spécifique, on utilise les valeurs par défaut. Mais en aucun cas, ça veut dire que c'est une valeur recommandée. Hein, si vous, dans votre application, vous avez déterminé, grâce à des corrélations, qu'il vaut mieux utiliser un filtre de 1,2 mm, par exemple, eh bien, vous allez le marquer dans votre procédure d'analyse. Éventuellement, si vous faites de la mécanique, vous allez l'inscrire sur les plans. Et donc, par exemple, votre paramètre RA, vous allez spécifier le filtre avec un cutoff de 1,2 mm. Et comme c'est écrit, il faudra vérifier avec cette valeur-là. S'il n'y a rien de marqué, c'est une façon de simplifier les plans, eh bien, on se ramène aux valeurs par défaut. Voilà, parenthèse fermée. Il y a une deuxième occurrence du terme filtre passe-bande dans une norme. Alors c'est une norme sectorielle de l'automobile allemande. Ils ont un organisme qui s'appelle le VDA
qui écrit des... Alors c'est pas exactement un statut de norme, mais c'est des documents, des recommandations, on va dire. Et la VDA 2007 permet de calculer des ondulations dominantes. Donc sur des produits, comme on a dit ce matin, une ondulation peut générer des vibrations, des bruits gênants. Et sur certaines pièces, on cherche à détecter la présence d'ondulations dominantes pour vérifier si la pièce est bonne ou pas. Donc il y a une procédure qui analyse le spectre, qui détermine les longueurs d'onde les plus puissantes. Et à cette valeur-là, on va réaliser un filtre passe bas et passe haut, mais au même cutoff. Hein, si vous voulez, c'est un passe-bande qui utilise le même cutoff des deux côtés. Et c'est pour ça qu'ils appellent ça incorrectement un filtre zéro bande-passe, parce que, bon, comme on utilise le même, la différence des deux cutoffs vaut zéro, certes, mais on va voir que ça ne correspond pas à un filtre de bande passante zéro. Ça n'existe pas, un filtre de bande passante zéro. Et comme le filtre gaussien atténue à 50% au cutoff, hein, on l'a vu plus tôt, eh bien, si vous filtrez deux fois, il va atténuer à 2 fois 50%. Donc le résultat n'aura plus que 25% de l'amplitude à la longueur d'onde du cutoff. Et donc, pour retrouver les 100% initiaux, il y a un facteur 4 qui est introduit dans ce filtre-là, de façon à obtenir un filtre classique, quoi. Donc ça correspond à ça schématiquement. Hein, vous avez, donc là, j'ai pris une longueur d'onde particulière de 100 microns. Le passe haut, la courbe en bleu, élimine les longueurs d'onde les plus grandes. Donc hein, on atténue dans les grandes longueurs d'onde. Le passe bas, la courbe en rouge, fait l'inverse. Il atténue dans les longueurs d'onde les plus basses. Et donc on se retrouve avec la courbe en vert, la courbe en vert qui est le résultant du filtre passe-bande. C'est-à-dire qu'on a un maximum au lambda C, et qui correspond bien à 25% d'amplitude. Et puis de chaque côté, on atténue. Et comme on a un facteur 4 qui a été introduit, donc on peut le ramener à 100%. Et voilà ce filtre qui isole en fait une bande de fréquence autour du lambda C qu'on a choisi. Et je rappelle, pour la VDA 2007, le lambda C, il a été déterminé par un algorithme qui détecte les longueurs d'onde dominantes. Alors, 100% au lambda C, mais en réalité, le cutoff, il est défini à 50% d'atténuation. Et donc, il suffit de regarder à droite et à gauche. On a un lambda que j'ai appelé un lambda inf et un lambda sup. Et quand on fait la différence des deux, on obtient notre bande passante. Donc la bande passante, elle n'est pas nulle. Et on verra qu'elle est relativement large. Donc, ça permet quand même de préciser, on va dire, la définition de ce qu'est un filtre passe-bande. Hein. Bon, c'est pas très compliqué. On filtre d'un côté, on élimine les longueurs d'onde plus petites, on élimine les longueurs d'onde les plus hautes. On n'est pas obligé d'avoir le même lambda C. On peut avoir, comme on a vu pour la 4287, un lambda S d'un côté et lambda C de l'autre. Donc on a une largeur de bande relativement grande. On peut faire l'analogie avec les bandes passantes audio. Hein, quand vous avez un système audio, il a une limitation en fréquence d'un côté, une limitation en fréquence de l'autre, et il a un domaine de fonctionnement idéal. Donc la définition, l'équation du filtre gaussien que vous retrouvez dans la 16610-21 pour les profils, voilà, c'est une exponentielle avec... Donc le filtre est défini pour l'ondulation. Hein. Je rappelle que la rugosité est obtenue par soustraction de l'ondulation sur le profil primaire. C'est pour ça qu'on a 1 moins le filtre d'ondulation. Et c'est ce qui va donner la dissymétrie du filtre. Hein, vous avez remarqué peut-être dans la courbe précédente, il est plus pentu d'un côté que de l'autre. Dans les longueurs d'onde plus grandes, il a tendance à descendre moins vite. Donc le résultant, hein, voilà, ça donne cette équation-là. Je vous la cite. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces équations-là, ça permet de calculer justement les deux lambdas pour calculer la bande passante. Et donc quand on les calcule, dans le cas du filtre gaussien, on s'aperçoit que la bande passante, en fait, elle fait 1,5 fois le lambda C. Donc si vous prenez un lambda C de 1 mm,
ce filtre bande passante de 1 mm, il aura une largeur de bande de 1,5 mm de longueur d'onde. C'est pas négligeable. Et donc à partir de là, on peut créer une banque de filtres. On peut filtrer d'abord avec un cutoff. On fait une fenêtre en fait, on isole des longueurs d'onde. On génère une surface qui correspond ou un profil qui correspond à cette bande passante. On décale, on refait ça, et puis on génère en fait toute une série de profils ou de surfaces sur lesquels on va pouvoir calculer des paramètres habituels. Donc on prend notre filtre et on balaye notre spectre. On peut prendre un pas qui est plus ou moins large. Évidemment, on travaille en numérique, donc on est obligé de choisir des valeurs à intervalles réguliers. Donc typiquement, on s'arrange pour faire en sorte que, par exemple, on a une progression en racine de 2, par exemple, ce qui fait que tous les deux filtres, on double la longueur d'onde. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez comme incrément. Comme on est sur une échelle log, voilà, il faut quand même... si vous prenez racine cubique de 2, par exemple, ça vous avez 3 bandes par octave, on va dire, de longueur d'onde. Alors voilà ce qu'on obtient avec des surfaces. Vous prenez une surface donnée, vous le passez dans une banque de filtres, et vous générez à chaque fois des surfaces filtrées avec une bande étroite. Donc là, en l'occurrence, on a choisi une bande à 9 microns, une bande à 13 microns, etc. Et vous voyez que tous les deux, on double. Donc 9, 18, 35, etc. Donc l'idée, c'est d'isoler en fait des bandes passantes de façon à pouvoir mettre des nombres qui correspondent à des calculs de paramètres dans ces bandes passantes et après à faire des corrélations. Donc là, j'ai montré un exemple avec des surfaces. On fait exactement la même chose avec des profils. Sur chacune de ces surfaces filtrées, on calcule les paramètres. Donc on obtient des séries de paramètres. Chaque paramètre étant calculé pour une bande passante donnée. Et après, quand on choisit... Donc là, la corrélation, elle va fonctionner si vous... Donc je rappelle, on est parti d'une surface mesurée sur une pièce. On a décomposé en plusieurs échelles et on a calculé les paramètres sur chacune de ces échelles. Si vous prenez plusieurs surfaces, c'est-à-dire que vous avez un lot de pièces, je sais pas, issues d'une production, et puis vous cherchez à faire une corrélation sur cette production-là ou à isoler deux modes de production, par exemple. Donc vous allez avoir, par exemple, une vingtaine de surfaces, chaque surface étant décomposée en un certain nombre d'échelles. Et après, vous prenez, pour une échelle donnée, par exemple le 13 microns qu'on a vu tout à l'heure, vous prenez toutes les bandes de 13 microns de toutes ces pièces-là. Donc par exemple, vous avez 20 surfaces filtrées à 13 microns qui correspondent aux 20 pièces. Pour chacune, vous avez une valeur de paramètre. Et comme ces pièces qui ont été mesurées, vous lui avez associé une performance, vous cherchez à trouver une corrélation par rapport à une capacité à lubrifier ou une capacité à adhérer, enfin voilà, une performance mécanique, on va dire, ou autre. Donc vous avez une performance associée à un paramètre et vous avez donc un nuage de points pour une échelle donnée. Et vous pouvez calculer une corrélation et donc un R carré. Et comme on a plusieurs échelles, vous obtenez une courbe comme ça. Et normalement, ça correspond un petit peu à ce que nous a montré Chris plus tôt ce matin. La corrélation montre un maximum pour un certain nombre d'échelles. Donc en fonction du process, ça peut être un pic assez étroit, ça peut être une corrélation relativement large, mais en tout cas ça vous donne le domaine de longueur d'onde où vous avez des chances d'avoir une corrélation entre un paramètre donné et le process étudié ou la performance de votre pièce. Et ça c'est puissant parce que on a l'habitude de calculer les états de surface avec un filtre tout bête, on a ondulation, rugosité, mais en gros, on conserve quand même l'essentiel des longueurs d'onde. Vous avez quasiment tout le spectre. En gros, vous décomposez le spectre en deux. Et on calcule les paramètres. Les gens s'étonnent que ça corrèle pas très bien avec le processus, mais on ne se pose pas la question
de quelle est l'échelle fondamentale d'interaction, ce que nous a expliqué Chris ce matin. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement dans le processus de lubrification? Est-ce que toutes les échelles interviennent ou pas? Ben non, justement. Ça permet de démontrer que certaines échelles en particulier interviennent. Donc voilà, par exemple, le SDQ est corrélé avec la performance P, peu importe la performance, quand il est analysé entre les échelles lambda 1 et lambda 2. Et une fois que vous avez ça, bah, vous allez pouvoir mettre des spécifications. Votre paramètre, vous l'étudiez avec tel filtrage précis, parce que vous savez que dans cette bande-là, il est corrélé. Donc on a vu, hein, le filtrage, c'est un double filtrage finalement. Hein. On a un filtrage d'ondulation et un filtrage de rugosité à la même longueur d'onde, donc un passe bas et un passe haut, donc, qui est simulé avec un filtre d'ondulation et rugosité dans Mountains. Et là, je vais vous montrer une astuce qui est toute nouvelle dans le logiciel. Vous imaginez ce document-là, vous pouvez l'appliquer sur plusieurs pièces, mais pour pouvoir changer le cutoff, il faut rappeler les opérateurs, changer la valeur, donc passer de 9 microns à 13 microns, etc. Mais comme il y a deux filtrages, il faudrait le faire deux fois. Il y a la possibilité aujourd'hui de définir une variable dans le logiciel que vous pouvez appeler comme vous voulez, et que cette variable-là va être utilisée pour piloter les filtres. Donc, votre opérateur va être filtré avec un cutoff qui, au lieu d'être entré à la main avec une valeur fixe, vous l'associez à cette variable-là, et il suffira de changer la variable, et ça permettra de piloter les deux filtres d'un coup. Et si cette variable elle est scriptée, il y a des possibilités de script dans le logiciel avec un petit script texte, et bien vous pouvez automatiser la création de toutes les bandes de fréquences pour une surface donnée, et après vous cyclez sur l'ensemble des pièces que vous avez. Donc ça peut être fait de façon relativement automatique, et à chaque fois, bien sûr, quand vous appliquez le document modèle, vous cochez la case exporter les résultats numériques, et vous obtenez une table Excel avec pour une surface donnée les valeurs de paramètres, et comme vous cyclez sur les échelles, vous avez toutes les échelles pour une surface donnée, et après vous recommencez pour les pièces suivantes. Donc c'est un processus qui, s'il était fait à la main, serait un peu lourd, un peu fatigant, alors que là, il peut être automatisé. Donc ça se présente comme ça, avec la version 7.4, pour certains opérateurs, au lieu de rentrer la valeur manuelle du cutoff, vous dites, bah, cette valeur-là, je vais la lier à un paramètre, donc ça peut être un paramètre calculé, ou ça peut être une variable que vous avez générée. Par exemple, si vous prenez un seuillage, vous pouvez très bien dire, bah, je veux seuiller à une valeur égale à mon RPK, que j'ai calculé à côté. Et donc, bah, selon la surface, le RPK il aura une valeur différente, et il va seuiller à une valeur différente, en automatique. Alors, on a vu notre filtre gaussien, et on a vu aussi qu'il était dissymétrique. Hein, on voit bien là, les côtés grande longueur d'onde, il redescend un peu plus lentement, ce qui fait qu'on a une bande passante qui est relativement large. C'est pas gênant en soi, c'est pas ça qui va changer fondamentalement les corrélations. Mais quand même, on aime bien la symétrie en général. Donc il est possible de créer des filtres passe-bande symétriques, tout simplement en calculant le filtre passe haut, non pas comme étant la soustraction de l'ondulation sur le profil primaire ou sur la surface initiale, mais en faisant un vrai filtre passe haut, comme on fait en traitement de signal, en filtre audio, etc. Et donc on obtient voilà, en vert l'équation qui est un petit peu plus simple. Et l'intérêt, c'est qu'on peut on définit une cellule passe-bande et on peut les cascader. Si on met deux cellules passe-bande, on va avoir un filtre d'ordre 2 et on va avoir la bande passante qui va se rétrécir. Et donc à l'ordre n, c'est-à-dire si vous cascadez n filtres les uns derrière les autres, les équations sont relativement simples et ça permet de générer des gabarits qui sont plus ou moins larges. Et dans certaines applications, ça peut être intéressant d'avoir des bandes passantes relativement étroites, de façon à pouvoir créer des fenêtres d'analyse plus fines
Hein, c'est un peu comme en spectrométrie, on pourrait imaginer voilà, faire des secteurs d'analyse plus ou moins fins. Et on voit que la bande passante, c'est cette colonne-là, là, le BP. Avec une cellule, on a une bande passante qui est de largeur 1 lambda C. Hein, donc on voit déjà qu'on est plus court, plus étroit que le filtre gaussien classique non symétrique, qui était à 1,5. Et puis quand vous cascadez, bah, vous descendez en bande passante et vous pouvez, avec un ordre 4 par exemple, avoir un demi cutoff de largeur de bande. Voilà, c'est un outil qui n'est pas souvent utilisé, qui sera implémenté prochainement dans Mountains. Donc au lieu de faire des cycles de documents, vous aurez un opérateur de filtre passe-bande directement. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que le fait de réduire la bande passante, ça ne change pas la position centrale du filtre. Hein. Si on regarde bien, tous ces filtres sont bien positionnés aux mêmes longueurs d'onde, simplement ils ont un gabarit plus ou moins large. Donc conclusion, le filtrage passe-bande, un peu comme son nom l'indique, permet de réduire la bande passante. Et le fait de réduire la bande passante permet d'améliorer les corrélations fonctionnelles. On s'appuie aussi un petit peu sur ce qui a été démontré ce matin avec l'analyse multi-échelle. On obtient des meilleures corrélations quand on focalise sur des longueurs d'onde où la pièce intervient dans le phénomène. On peut très bien utiliser un filtre gaussien classique, hein, c'est pas gênant, seul ou en cellule cascadée, et on peut aussi générer des filtres symétriques qui sont peut-être un tout petit peu plus satisfaisants d'un point de vue mathématique, qui ne changent pas fondamentalement les choses d'un point de vue résultat. Et donc on a vu que tout ça peut être émulé et automatisé dans le logiciel Mountains pour générer les tables de valeurs qui permettent d'obtenir les corrélations.